il est bien de revenir au tout démarrage de cette pandémie, lorsque les Chinois ont eu ce foyer qui a émergé à Wuhan. Parce que l'OMS est allée en Chine à la fin du mois de février et est revenu avec un rapport qui écartait quelque part le rôle des enfants dans la transmission de ce coronavirus, un peu à la surprise de la plupart des épidémiologistes, parce que les virus respiratoires sont connus pour être extrêmement rapidement transmissibles au sein des populations enfantines notamment, mais de façon générale des jeunes. Pour vous dire, pour la grippe, 50% des cas de grippe surviennent chez les enfants, et chez les moins de 20 ans en tout cas, chez les jeunes. Donc on s'attendait un peu à la même chose, et l'OMS, la mission de l'OMS, d'experts épidémiologistes et médecins, virologues, pédiatres, tout à fait réputés et qualifiés, a donc surpris un peu le monde, parce que ils ont trouvé qu'il y avait très peu de cas chez les enfants, et qu'il y avait probablement très peu de transmission qui se passait chez l'enfant. Et ça a été un petit peu, je dirais, la doctrine de cette pandémie dans son démarrage. De façon un peu étonnante, alors que l'on disait les enfants ne jouent sans doute pas de rôle, tous les pays pratiquement, à part la Suède peut-être, ont décidé de fermer les écoles au moment du premier confinement, sans que ça pose tellement de débats. Il y a eu donc un confinement généralisé, très strict dans certains pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne. Je parle de l'Europe, bien sûr, ici. Et il y a eu dans les autres pays un semi-confinement, souvent, pas d'assignation à résidence, mais les écoles ont été fermées. Et puis, on a repris la main sur cette première vague pandémique après 2 mois de confinement dans la plupart des pays, et on est arrivé en mois de mai, juin, et les écoles ont réouvert pour peu de temps avant les grandes vacances scolaires. Et ensuite, des données se sont accumulées aux États-Unis, en Inde, un peu partout, en Allemagne aussi, qui montraient que les enfants n'étaient pas si peu atteints que cela. Alors nous, à Genève, par exemple, on a fait une étude qui était un peu contradictoire avec cela, parce qu'on ne trouvait pas beaucoup d'enfants infectés, mais il faut réaliser que notre étude a été faite au moment du confinement, c'est-à-dire que les enfants étaient chez eux. Et donc, les études qui ont suivi, et pour faire un peu court quand même ce petit historique, les études qui ont suivi, notamment à Genève à nouveau, mais après la deuxième vague, alors que les écoles sont restées ouvertes, comme dans beaucoup d'endroits en Europe pour la deuxième vague, eh bien, ont montré que les enfants ont été beaucoup plus contaminés, au moins autant en tout cas que les adultes, et probablement un peu plus, et ont été non pas plus malades. Encore une fois, ce qui était très clair, c'est que les enfants sont très peu malades par la Covid-19, expriment très peu les symptômes. Et d'ailleurs, c'est ce qui participe à la relative absence des enfants dans l'épidémiologie de la Covid-19. C'est que ces enfants font peu de signes, donc ne sont pas répertoriés comme des cas, ne sont pas des cas qui vont à l'hôpital, n'ont pas de complications pour la plupart d'entre eux. Et lorsqu'ils font des contaminations à l'école, elles peuvent passer presque inaperçues des parents comme des enseignants, comme des enfants eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de signes ou des signes très très légers, qui peuvent d'ailleurs faire croire qu'ils ont un vague rhume, un autre type de virus respiratoire très banal. Dans le fond, les enfants font une infection respiratoire très banale à l'école. La seule chose, c'est qu'ils transmettent le virus. Ils le transmettent maintenant, on le sait, dans leur foyer. Ils le transmettent à leurs enseignants et ils le transmettent entre enfants. Et les enfants, donc, participent, comme pour tous les autres virus respiratoires, à la transmission du coronavirus. On avait montré, par des travaux portant sur la grippe, que la fermeture des écoles pendant les vacances scolaires avait un rôle bénéfique, non seulement en termes de nombre de nouveaux cas dans la communauté, je parle de grippe à ce moment-là, mais aussi en termes de réduction de la mortalité des personnes âgées. Donc, quand vous fermez les écoles pendant les épidémies de grippe saisonnières, en France, vous avez un effet sur la mortalité des seniors qui est un effet bénéfique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, pas totalement intuitif, parce que certains disent, mais au contraire, pendant les vacances, les enfants sont gardés par les grands-parents. En réalité, les enfants se contaminent
en classe, à l'école, très particulièrement, bien sûr, dans la classe, parce qu'il y a cette promiscuité, cette densité d'enfants, le fait qu'ils parlent, qu'ils crient, qu'ils chantent, le fait que les classes sont peu ventilées pour beaucoup d'entre elles, et puis aussi parce qu'ils tombent le masque. D'abord, ils ne respectent pas toujours les gestes barrières, puis ils tombent le masque lorsque ils doivent manger, boire, se détendre un petit peu. Et que la cantine doit aussi représenter un haut lieu de transmission de ce coronavirus chez les enfants. Alors, sur le plan sanitaire, on peut en effet se dire que la fermeture des écoles jouerait un rôle sans doute très bénéfique de frein sur l'épidémie. Tous les épidémiologistes ont bien conscience que toute la question ne peut pas se réduire aux problèmes sanitaires. Les écoles sont un lieu d'éducation, c'est un droit fondamental des enfants, et il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'indemnité possible lorsque l'on a fermé l'école pendant plusieurs mois. Les enfants n'auront pas cette scolarité pendant plusieurs mois, elle ne sera jamais totalement rattrapée, elle ne sera jamais totalement compensée. On peut compenser financièrement un restaurant, une boîte de nuit ou un bar qui ferme. On ne peut pas compenser un enfant qui a perdu sa scolarité pendant plusieurs mois. Donc, il s'agit d'être extrêmement précautionneux et on peut tout à fait comprendre que les pouvoirs publics soient très prudents dans la fermeture des écoles, même si, encore une fois, on peut dire que finalement, cette prudence a sauté alors que les indicateurs semblaient dire qu'il n'y avait pas de problème avec l'école au premier confinement, et que lorsque l'on a vu qu'il y avait des problèmes avec l'école, cette prudence s'est suraccentuée, on va dire, au moment du deuxième confinement, puisque presque aucun pays d'Europe n'a à ce moment-là fermé des écoles. Bon, il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier 2021, il y a, face à la crainte d'un rebond post-fête de fin d'année, mais aussi face à la crainte des nouveaux variants, une attitude très prudentielle de la part de la plupart des pays européens qui ont décidé de ne pas réouvrir leurs écoles après les fêtes de fin d'année. Donc les écoles sont fermées dans beaucoup de pays européens, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, tous pays qui ont connu à la suite des vacances de Noël et à la suite de ces fermetures d'écoles, une très nette décrue de l'épidémie. Donc sur le plan sanitaire, c'est presque expérimental. On peut se dire que des pays comme l'Espagne, le Portugal, la France ou la Belgique, qui n'ont pas fermé leurs écoles, connaissent une situation critique pour les deux pays du Sud dont j'ai parlé, Espagne et Portugal, une situation en plateau pas très favorable pour la France et la Belgique. Et dans tous les pays où on a fermé les écoles, la situation épidémiologique est beaucoup, beaucoup plus favorable sur le plan sanitaire. Il y a aussi d'autres solutions. Le calendrier scolaire n'est pas tendu comme une corde de violon prête à craquer parce qu'on rajoute 1 ou 2 semaines de vacances l'hiver. Ce sera peut-être aux dépens de classes vertes, d'autres activités qui ne sont pas des activités qui laissent les enfants à l'école comme d'habitude, mais qui distraient un peu les enfants de l'école. Et ces activités peut-être pourront sauter au profit de vacances hivernales plus prolongées qui permettraient justement de couper cette chaîne de transmission pendant un moment assez court. Peut-être même que 15 jours de vacances de février pourraient suffire si elles étaient toutes phasées au même moment et non réparties par zone, parce qu'elles pourraient avoir cet effet au moins de verrouillage, en tout cas de descente de ce taux de reproduction de façon durable pour que l'on puisse arriver en zone de décroissance épidémique forte et permanente. Je pense qu'on peut même prendre des chiffres. On est en France à un plateau, vous conviendrez avec moi, d'environ 20 000 cas nouveaux par jour. Avec un R qui est à 1, si on reste à 1, on va rester à 20 000 cas nouveaux par jour. Ça ne bougera pas. Ça restera en plateau. Si c'est un peu au-dessus de 1, ça montera même. Mais si on descend à 0,9, on passera à 10 000 cas au bout d'un mois. Si on passe à 0,7
ce que connaissent les pays d'Europe que j'ai cités, comme le Danemark par exemple, alors on passera à 10 000 cas en une seule semaine. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, de 0,7, de taux de reproduction égal à 0,7, on passera à 5 000 cas, qui est le seuil un petit peu symbolique de zone de sécurité que votre président a annoncé vouloir atteindre au mois de décembre dernier, si vous vous souvenez. Donc, on pourrait atteindre cette zone de sécurité en 2 semaines. C'est assez court, mais je ne crois pas qu'on puisse l'atteindre sans la fermeture des écoles pendant ces 2 semaines. Et ça peut être la mise à profit des vacances de février, peut-être un peu avancée, je ne sais. Je suis aussi conscient que les vacances, le calendrier scolaire, les gens se sont probablement arrangés à l'avance, etc. Mais on est tous un petit peu au jour le jour en ce moment. Personne n'a des grands projets, personne ne part en vacances très loin. On ne peut simplement pas. Et donc, s'il y a un confinement qui arrive, ce sera encore plus difficile. Donc, je crois qu'on peut en 15 jours ou 3 semaines, peut-être 3 semaines pour se donner vraiment une sorte de marge de sécurité, viser à décroître très rapidement l'épidémie, à reprendre complètement le contrôle. Pendant ces 3 semaines, on peut aussi mettre à profit ce temps pour reventiler mieux les écoles. Vous savez, les écoles de Hambourg, par exemple, ont bénéficié d'un soutien, d'un investissement de l'État massif pour la ventilation, en installant des purificateurs d'air quand ce n'était pas possible d'ouvrir les fenêtres ou de ventiler correctement. On peut installer des capteurs de CO2 qui permettent de vérifier que la ventilation de l'air est correcte. Bref, il y a des moyens pour sécuriser un peu davantage, d'une part les salles de classe, mais aussi les cantines dont vous parliez. On peut aussi réaménager les protocoles de cantine pour que les 200 élèves n'aillent pas en même temps à 12h30 précise à la cantine, mais puissent s'étager entre 11h30 et peut-être 14h pour qu'il y ait beaucoup moins de flux, de densité d'enfants au même endroit, au même moment. Bref, toutes ces mesures-là prennent un peu de temps, on peut le comprendre, et peut-être qu'on pourrait mettre à profit des vacances scolaires un petit peu allongées pour sécuriser un peu mieux les protocoles sanitaires dans les écoles. Je pense que la voie aérosol a été l'objet d'un débat scientifique au début de la pandémie. Les Asiatiques ont très rapidement vu que ce coronavirus, SARS-CoV-2, ressemblait, à s'y méprendre, au SARS-CoV-1, au coronavirus du SRAS, dont on savait très bien qu'il se diffusait essentiellement par aérosol. C'est en Asie, à Singapour, à Hong Kong, que l'on a pu démontrer l'efficacité des masques de protection lorsque les personnels de santé, très exposés au coronavirus, n'avaient jamais fait de SRAS pour la seule et simple raison qu'ils avaient des masques, alors que tous ceux parmi les personnels de santé qui ont payé un très lourd tribut à cette première épidémie de coronavirus avaient, eux, très peu d'équipements lorsqu'ils avaient contracté la maladie de leurs patients. Donc, on peut dire que les leçons du SRAS ont été très bien tirées de la part des Asiatiques qui ont vu le risque aérosol de cette transmission de ce coronavirus, alors que nous avons tergiversé plus longtemps, argumenté, parce que ce n'est pas très facile de le démontrer. Il y a des animaleries, on peut faire respirer des hamsters avec du coronavirus aérosolisé et l'infecter, mais bon, ça ne convainc pas encore un certain nombre de gens qui se disent que peut-être ces hamsters se sont contaminés sur des surfaces, etc. Et il y a eu des débats qui ont fait perdre du temps, je pense, et qui ont dilué les messages de sécurité sanitaire, c'est-à-dire que, comme vous le dites, la voie aérosol, si elle a été très clairement énoncée comme telle par la chancelière Angela Merkel, qui est très scientifique et qui a compris ces enjeux, a été beaucoup plus passée sous silence par les autres agences de sécurité sanitaire européennes et nord-américaines au début, et par les autorités de santé. Alors, vous faites bien en tout cas de me parler des enfants et de la Covid chez les enfants. Alors, je ne pourrais pas bien vous parler du Covid long chez l'enfant parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas lu de série de papiers sur ce sujet, mais je suis persuadé qu'il y aura de la recherche dans ce domaine-là qui va être publiée et qui permettra d'en savoir plus
tellement, de toute façon, ce problème est planétaire et qu'il suscite beaucoup de travaux de la part des chercheurs, des cliniciens, des pédiatres ici sans doute. Et donc, on va voir des travaux apparaître, un peu comme on l'a vu pour le Covid long de l'adulte. Mais même, je trouve qu'on minimise un petit peu la gravité chez l'enfant de la Covid-19. Non pas pour dire que c'est une maladie redoutable ou très grave, mais il y a eu une série française qui a été publiée, très intéressante, très édifiante, qui montre que le taux de mortalité des enfants hospitalisés pour Covid est 10 fois supérieur à celui des enfants hospitalisés pour grippe. Donc même au niveau des enfants, on voit une très grosse différence entre la grippe et le Covid-19. J'ai souvent tendance à dire, chez les enfants, c'est une infection respiratoire banale, ce qui est assez vrai. Le VRS est aussi une infection respiratoire assez banale, mais assez mortifère chez les petits-enfants. Donc, on a quand même des enfants qui d'abord présentent des facteurs de risque, qui sont donc de ce fait dans le groupe, le segment de la population vulnérable face au Covid-19. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des infections et des complications qui peuvent survenir et qui ne sont pas très bien documentées, pas très bien connues, parce qu'elles sont assez rares. On ne fait pas beaucoup de grandes statistiques sur ces cas, mais qui montrent qu'il y a des complications, même chez des enfants n'ayant pas nécessairement des facteurs de risque, et qui rendent la Covid quand même une maladie particulièrement dangereuse. Donc je crois que le Covid long va être un petit peu une brique de plus qui va certainement apparaître, comme on voit au cours de cette pandémie, je dirais le corpus de connaissances qui se solidifie, qui se consolide. On va voir sans doute plus là-dessus, mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, j'ai hâte pour vous dire que le vaccin, qui est une forme enfant pour le vaccin, il y a des essais qui sont en cours et on verra si jamais ils sont aussi prometteurs que chez l'adulte. Et je ne vois pas trop de raisons. Les muqueuses respiratoires ne varient pas beaucoup avec la puberté, ne sont pas fondamentalement différentes. Donc je pense, ça m'étonnerait beaucoup que les essais soient très très différents chez l'enfant. Et je pense que la tolérance sera aussi très bonne puisque ce vaccin semble très bien toléré. Donc, à mon avis, on aura des vaccins disponibles chez l'enfant parce que ce n'est vraiment pas une maladie qu'on a envie d'avoir, quel que soit l'âge, même si elle est redoutable peut-être chez les personnes âgées. C'est une maladie dont on a certainement envie de se dispenser, d'en avoir les conséquences, peut-être à court terme ou à long terme, comme vous le dites. Ce que je crois, franchement, c'est que si la circulation du virus tombait à un niveau très bas, on n'aurait plus même cette crainte. Vous savez, à Taïwan, où ils ne voient pas de cas, les gens s'embrassent sur les marchés. Hein, il n'y a pas de virus qui circule. Voilà. Ils savent très bien qu'ils reprendront des dispositions beaucoup plus strictes au moindre cas, à la moindre alerte. Mais s'il n'y a pas d'alerte, ils sont beaucoup plus tranquilles. Je pense qu'il faut qu'on vise cette politique qui serait beaucoup, beaucoup plus paisible aussi au niveau des relations sociales.